Salut à toutes et à tous, ici Boris de la Bulle Ludique. Vous êtes beaucoup à avoir apprécié la rétrospective Pearl Games. Alors j'ai décidé de remettre ça avec mon éditeur français préféré, qui a malheureusement lui aussi plus ou moins cessé son activité aujourd'hui. Alors attention, le programme est plus ambitieux. On est parti pour 22 jeux, soit le double du catalogue Pearl Games. Pour éviter une vidéo indigeste d'1 heure, cette rétrospective sera en 2 parties. Dans celle-ci, je vais vous présenter rapidement l'historique de l'éditeur, puis je vais me concentrer sur la moitié de ces jeux, je m'arrêterai en 2010. Istari Games, c'est une maison d'édition fondée en 2004 par Cyril Demag. Et que vous soyez amateur de gros jeux ou pas, vous avez probablement quasiment tous joué à un jeu de Cyril Demag, car c'est l'auteur d'Unlock. Mais en 2004, on est encore loin des jeux qui utilisent des applications, et Cyril Demag, ce qu'il aime, ce sont les gros jeux à l'allemande. Pour lui, les Colons de Catane en 1995, ça a été une révélation. Il en a fait des centaines de parties grâce à sa densité, en fait. Il est possible de jouer un jeu de stratégie en 1 heure. Il n'y a pas que Civilisation et ses parties interminables de 12 heures minimum. Bah ça, à l'époque, c'est une vraie découverte. Alors, il va devenir auteur à son tour. En 2004, en parallèle de son activité de ludicaire dans la boutique Fireball à Paris, il élargit l'activité de sa société Istari, qui était une boîte d'informatique jusqu'alors, pour éditer son propre jeu, YS. À partir de là, la grande majorité des créations d'Istari porteront les lettres Y et S dans leur titre, comme un signe distinctif. À la boutique Fireball, Cyril Demag organise des tournois de gros jeux de l'époque, comme Puerto Rico, et c'est par ce biais-là qu'il va rencontrer Thomas Coe, qui participe bénévolement au développement des jeux, de façon très poussée, et William Attia, l'auteur de Keylus, qui propulse Istari sur le devant de la scène en 2005. En 2007, cette boutique Fireball, elle s'essouffle, faute de personnel, et Cyril Demag décide de privilégier son activité d'éditeur. Ils vont sortir environ 2 jeux par an, généralement des jeux experts assez épurés, qui se jouent en maximum 1h30 et avec des thèmes plutôt forts. Ils ont acquis, au fil des années, une profonde estime auprès de la communauté des joueurs confirmés. En 2015, Istari sera absorbé par le géant du secteur Asmodée. Aujourd'hui, la marque existe toujours. C'est par exemple leur logo que vous retrouverez sur les boîtes françaises de Dominion, mais ils sortent plus de nouveautés. La raison principale, c'est que Cyril Demag a rejoint en tant qu'employé l'éditeur Space Cowboys, donc un des studios internes d'Asmodée qui a créé notamment Unlock, le jeu phénomène aux millions de boîtes. Alors, soyons clairs, je ne considère pas que Cyril Demag ait vendu son âme au diable. L'idée de Space Cowboys, un studio lancé par des Avengers du jeu de société français, Marc Nunes, Croc, Philippe Mouret, ensuite Sébastien Pochon, ça sonnait comme une aventure excitante. Et quand on a une idée aussi révolutionnaire que le concept d'Unlock, qui a changé la face du jeu de société moderne à tout jamais, ça serait bête de la laisser dormir dans un placard sous prétexte qu'on crée des jeux à l'allemande d'habitude. Je considère aussi qu'on retrouve l'esprit d'Istari dans certaines créations des Space Cowboys, notamment dans Elysium, qui a aussi un Y et un S dans son nom. Coïncidence? Et je pense aussi de manière totalement évidente à la refonte de Keylus 1303. Mais alors c'est quoi, justement, l'esprit Istari? Qu'est-ce qui fait que j'aime autant cet éditeur, au point d'avoir appelé un de mes chats Istari? J'entame maintenant la rétrospective complète par ordre chronologique des 22 jeux publiés par cet éditeur, et je vous préviens, j'y ai tous joué de nombreuses fois. Le premier jeu de l'éditeur Cyril Demag est aussi son premier jeu en tant qu'auteur, Is, dans lequel on incarne des marchands dans une ville imaginaire située au milieu des flots. Alors je vais pas vous le survendre. Is, c'est comme beaucoup de premiers jeux auto-édités, un jeu un peu fourre-tout. On sent que le créateur est passionné, qu'il a envie de tout mettre dedans. C'est un jeu économique, je dirais même boursier en fait. On récupère des gemmes de couleurs dont la valeur va évoluer au fil de la partie en fonction de nos actions. Mais c'est aussi un jeu de placement d'ouvriers qui ont une valeur numérotée qui va nous servir d'enchère pour réaliser des actions. À chaque tour, on va placer un ouvrier face découverte et un autre face cachée, ce qui ajoute une part de bluff à une anticipation qui est déjà complexe. Et il y a aussi des cartes actions récupérables à chaque tour, il y a même des événements quand on ajoute l'extension Is+. Donc pas mal d'éléments qui introduisent du chaos dans une base de gameplay qui est plutôt stratégique et cérébrale à la base. Alors le jeu n'est pas désagréable en soi, j'en ai fait 8 parties, mais je trouve que ces mécaniques se marient pas très bien, et que le jeu au final manque de contrôle. Voilà, moi j'ai fini par le revendre, et je pense que plus grand monde ne s'en souvient aujourd'hui, à part pour le Y et S qui vont lancer toute la tradition après.
jeu suivant, Keylus, qui a complètement révolutionné le placement d'ouvriers et la gestion de ressources. Keylus, c'est un jeu très ouvert dans lequel les actions auxquelles on va avoir accès dépendent complètement des choix des joueurs et profondément interactif à travers la mécanique du prévôt, inspirée de celle du Nil dans Amun-Re de Reiner Knizia. En gros, les emplacements d'action sont situés sur une route sur laquelle se trouve un pion nommé le prévôt. À chaque tour, après que les ouvriers aient été placés, les joueurs peuvent payer de l'argent pour déplacer ce prévôt. Et tous les emplacements qui se situent au-delà du prévôt ne seront pas activés. C'est donc un jeu méchant dans lequel on va pouvoir s'allier contre un joueur pour l'empêcher de résoudre ses actions. À part cette mécanique, c'est de la transformation de ressources en autres ressources ou en points de victoire avec des axes de développement stratégique appelés les faveurs. En 2023, ça peut paraître assez vieillot, mais à l'époque, c'était une claque pour tout le monde. Encore aujourd'hui, c'est considéré comme un des meilleurs jeux de stratégie de tous les temps, top 80 sur Board Game Geek, etc. Moi, je l'ai découvert sur le tard, et même si je lui reconnais plein de qualités, c'est pas mon jeu de cœur. J'en ai fait une dizaine de parties en ligne ou avec la copie d'un ami, et j'ai jamais eu le déclic au point d'avoir envie de le posséder. Je le trouvais un peu vieillot. J'étais du coup très enthousiasmé par sa réédition chez Space Cowboys, Keylus 1303, sorti en 2019, en me disant que ça allait rafraîchir la proposition. Et ça a fait flop chez moi. J'en ai fait 3 parties sans coup d'éclat et je l'ai revendu. Donc Keylus, quelle que soit la version, c'est un grand jeu, c'est indiscutable, mais qui est pas pour moi. Alors, après Keylus, Istari décide de sortir un jeu plus léger, plus court, et dans un format de boîte plus réduit. Vous le voyez, c'est le premier jeu de la sélection que je possède. C'est Mykérinos, un jeu aussi bon que sa couverture est immonde. C'est un jeu signé Nicolas Houry qui n'a rien fait d'autre depuis, à part Super Cats en co-autorat avec la team Kaedama. Et c'est bien dommage car Mykérinos, c'est un jeu tactique convaincant à 3 ou 4 qui devient en fait exceptionnel à 2 joueurs. Mykérinos, c'est un pur jeu de placement, de majorité et de blocage, avec une notion de timing importante. Thématiquement, on lance des nouvelles fouilles, donc poser un cube de notre couleur sur une tuile, ou on étend une fouille existante en posant 2 cubes sur des cases contiguës. À 2 joueurs, on va aussi pouvoir jouer une couleur neutre après son tour pour embêter l'adversaire, lui pourrir ses options de placement ou de majorité. Quand un des joueurs passe, l'autre a un dernier tour et puis on va résoudre les tuiles. Le majoritaire récupère le mécène associé au territoire, il lui donnera un petit pouvoir, donc placer 3 cubes au lieu de 2, récupérer un cube de sa réserve, etc. Et il va aussi pouvoir choisir à la place de se placer au muséum, qui lui permettra de multiplier la valeur de ses mécènes en se plaçant dans les salles correspondantes. Alors, quand passer? Quand continuer? Quand aller au muséum? Quand prendre la tuile? Mykérinos, c'est un jeu dans lequel on se pose sans cesse des questions. C'est très tendu. On scrute les possibilités de son adversaire, on vient le titiller avec le joueur neutre, on neutralise ses majorités. C'est vraiment très malin à 2. Il y a une mini-extension, le Nil, qui ajoute un 6e mécène, qui permet de se réserver certaines cases. Si vous aimez ce genre de jeu, vous pouvez y aller en occasion, c'est moche mais absolument excellent. Alors je vais passer rapidement sur la version carte de Keylus, Keylus Magna Carta, qui paraît en 2007. Pas grand chose à en dire en fait, c'est Keylus en allégé, on pose des cartes de sa main pour construire des bâtiments. C'est un jeu intéressant, car il permet de condenser l'expérience. Il se joue en 1 heure, là où Keylus en prend 2 ou 3. Il a des sensations légèrement différentes, mais là non plus, il m'a pas ébloui sur le long terme. Ça reste de la transformation de ressources relativement rigide. Ils n'ont pas non plus transformé Keylus en jeu de cartes à combo. Voilà, moi j'en ai fait 6 parties, puis je l'ai revendu. Je pense que c'est à réserver aux fans hardcore de Keylus qui veulent redécouvrir le jeu sous une forme plus légère. Et là où Keylus est encore un pilier du jeu de stratégie aujourd'hui, est encore une référence, Keylus Magna Carta a un peu disparu. Et là vous vous dites, mais attends, il a dit que c'était son éditeur préféré et il aime quasiment rien par Mykérinos? Non, vous tracassez pas, le meilleur est à venir. Car SN 2007, c'est le retour aux sources, retour au jeu expert, retour au game design pour Cyril Demag. Et un développement de 2 ans pour produire un jeu ébouriffant qui réclame un tempo ciselé. Amiitis. Dans Amiitis, on construit les jardins suspendus de Babylone sur un plateau commun. Et c'est une des originalités. Plein d'éléments sont communs à tous les joueurs. Ce qui le rend paradoxalement très compétitif parce qu'on doit sans cesse anticiper et vérifier les options des autres. On sélectionne des actions dans un marché commun.
Au départ, elles sont gratuites, puis elles vont coûter de l'argent si on retourne plusieurs fois sur la même ligne. On avance un pion caravane en commun, qui nous permet de construire les jardins. Mes adversaires ont-ils des chameaux? Est-ce que je risque pas de leur donner une opportunité en déplaçant le pion maintenant? Et les jardins, ils sont irrigués en commun. Quand vous ajoutez une irrigation sur le plateau, vous gagnez des points de victoire, mais vous offrez des nouvelles possibilités de construction à tout le monde. Il y a aussi des temples qui offrent des bonus aux majoritaires à chaque manche, et dans lequel le timing est également très important, puisqu'un système de tapis roulant éjecte les cubes les plus anciens à chaque tour. Beaucoup de questions de tempo, un jeu d'une élégance rare, pas facile à prendre en main, mais vraiment fascinant. La gestion de la fin de partie est aussi très tendue. En fait, on gagne une pièce à chaque fois que notre tour revient quand on a passé, donc les adversaires qui continuent de jouer nous donnent de l'argent, c'est tendu pour eux, et en même temps, ils continuent à jouer tout seuls, donc en fin de partie, ça peut s'avérer décisif. Bref, il y a plein de bonnes choses, j'adore y jouer à deux, j'ai dépassé les 50 parties, notamment grâce à Board Game Arena, mais j'ai aussi la boîte en physique, et c'est aussi très bien à 3. À 4, ça devient un petit peu indigeste car c'est trop complexe de tout anticiper en fait. Il y a aussi une mini-extension qui ajoute un type d'action et une piste supplémentaire. Je l'aimais bien au début, mais sur la longueur, elle me semble pas indispensable. Je préfère la pureté du jeu de base. C'est le jeu de Cyril Demeigue dont il dit être le plus fier, et c'est à n'en pas douter son meilleur. Voilà, le meilleur jeu de Cyril Demeigue, ça c'est fait. Maintenant, le meilleur jeu de Sébastien Pochon. La sortie de 2008, Metropolis. Alors celui-ci, si vous suivez un peu la chaîne, je vous en ai déjà rabâché les oreilles 15 fois. C'est une perle absolue, une merveille comme on n'en fait plus aujourd'hui. C'est un jeu de placement et d'enchères à objectif secret. Pour l'anecdote, l'idée de Sébastien Pochon lui vient d'une mauvaise compréhension des règles de Goa. Dans Goa, on place des pions et puis on met aux enchères les tuiles sur lesquelles on s'est placé. Metropolis reprend cette mécanique, qui est un élément parmi d'autres de Goa, et Metropolis en fait le cœur du jeu. Dans Metropolis, vous recevez en début de partie 2 objectifs. Une couleur de quartier, 2 points par immeuble que vous avez placé sur du vert, par exemple, et un objectif de motif, donc par exemple 4 points par immeuble que vous avez placé de part et d'autre d'un pont en fin de partie. Tout le monde commence avec 13 immeubles numérotés de 1 à 13. Cette valeur, elle représente leur force d'enchère. Quand vous êtes premier joueur, vous vous placez quelque part, je mets un 7 au milieu du plateau, et les autres peuvent surenchérir. Donc surenchérir, ça veut dire placer un immeuble plus élevé sur une case adjacente à celle où vous êtes posé. Il faut donc anticiper là où les surenchères des autres vont vous emmener, ou les mettre dans des situations compliquées où ils n'ont pas envie d'enchérir parce que tout est naze autour de votre case. Le jeu avançant, il y aura de moins en moins de place sur le plateau, et quand il est plus possible d'aller autour d'une case, l'enchère est automatiquement reportée. Les égalisations ne sont pas possibles non plus, donc quand vous claquez votre bâtiment 13, vous gagnez automatiquement l'enchère aussi, ce qui peut permettre des tours en cascade. Et évidemment, le jeu s'arrête quand un seul joueur a posé tous ses bâtiments, donc il va falloir prendre garde à pas laisser la main au même adversaire trop souvent. Vous ajoutez à ça une petite couche de déduction et de bluff pour décoder les objectifs secrets des adversaires, et donc mieux les contrer au bon moment, si vous les avez grillés, et vous obtenez l'un des jeux les plus tendus que je connaisse. Je sais qu'on utilise souvent cet adjectif, mais là c'est complètement le cas. Clairement, tout le monde se tait, voire se ronge les ongles. Personne ne se parle, on se regarde en chien de faïence, on hésite à craquer, on attend le moment opportun pour dérouler son plan. Ce qui amène ce jeu au firmament pour moi, c'est qu'il repose sur une seule mécanique. Et pourtant, le jeu est hyper riche, hyper dense, hyper rejouable. La preuve, j'en ai fait 50 parties, et ce coup-ci, c'est uniquement en physique, et je refuserai jamais d'y jouer. Alors, Roxley va le rééditer sous le nom de Skyrise. Ils sont passés par Kickstarter. J'en veux pas. J'en veux pas parce qu'ils vont ajouter 150 modules, des pouvoirs spéciaux ou que sais-je. Non, le jeu n'a pas besoin de ça, il est déjà savoureux et rejouable à l'infini. J'en ai fait 50 parties sans me lasser, foutez la paix à mon jeu, laissez-le comme il est, simple et brillant. L'autre jeu de 2008, c'est Scylla de Dominique Erard, un jeu politique. L'Empire de Rome est en crise et chacun va intriguer pour devenir le nouveau consul. On y ressent bien la thématique et pourtant, comme Is, c'est un jeu boursier. On va récupérer des jetons de couleur qui représentent les besoins du peuple. Culture, religion, etc. Et la valeur de ces jetons, elle va évoluer au fil de la partie. Ce qui est intéressant, c'est que
Si un besoin passe dans le rouge, le peuple se révolte et on doit lui prouver, en sortant des petits jetons de derrière notre paravent, que c'est pas notre faute, c'est de la faute des autres dirigeants pour pas être celui qui va perdre des points de victoire. Ah non mais regardez, moi je me suis investi dans la culture, hein, c'est pas moi du tout qu'il faut blâmer. Donc on le ressent comme un jeu politique. On intrigue pour défendre ses intérêts, on fout la merde et puis on ment au peuple en lui disant que c'est de la faute des autres dirigeants. C'est horrible, mais c'est finalement assez réaliste. Et puis à côté de son thème, le jeu ne démérite pas mécaniquement. On a un set de cartes qui va s'étoffer au fil de la partie, avec des symboles de couleurs qui vont être utilisés lors d'enchères pour récupérer des tuiles. Certaines seront des bâtiments utilisables à chaque tour, par exemple pour modifier la valeur des besoins, et d'autres vont nous donner de l'argent, des points de victoire, etc. Et l'astuce, c'est que si on utilise nos cartes pour enchérir, on ne pourra plus bénéficier de leur bonus pour cette manche. Par exemple, les marchands, ils me rapportent 1 d'argent si je les ai pas investis dans une enchère. Les sénateurs, eux, ils me donnent 1 voix pour devenir premier joueur s'ils sont toujours disponibles, etc. C'est des enchères à 1 tour, donc très tendu. Le premier joueur désigne une tuile, les autres disent combien ils souhaitent miser, le premier joueur s'exprime en dernier, et chacun ne parle qu'une seule fois, donc il faut bien peser sa décision. C'est un très bon jeu qui marie thématique et mécanique. C'est pas mon Istari préféré, mais j'en ai quand même fait 18 parties, j'y rejoue encore avec plaisir, on peut dire que c'est du solide. 2009, Bombay, dernier jeu de Cyril Lemaigue pour Istari. Beaucoup plus familial. Après les 2 ans de développement d'Amitis, il avait envie de simplicité. Bombay, c'est du pick-up and delivery pur jus, donc du jeu de livraison. Je vais chercher des ressources avec mon éléphant et puis je vais les vendre quelque part à meilleur prix pour m'enrichir. Et le but, c'est d'être le plus riche. On n'a que 3 actions à son tour. Et ça paraît lent pour certains. Alors en même temps, on se déplace à dos d'éléphant, hein. C'est pas hit non plus. Mais chaque déplacement coûte une action, certains 2 quand on monte une colline, et les achats peuvent aussi coûter plusieurs actions d'un coup. Mais si tout le monde sait où il va, bah c'est fluide et agréable. C'est familial en termes de règles, mais il y a beaucoup d'interactions. On peut placer des palets sur le jeu qui vont nous rapporter 1 sou chaque fois qu'un autre éléphant passe dessus. Donc on surveille bien les itinéraires des autres pour s'enrichir sur leur dos. On peut aussi évidemment se piquer des ressources dans les marchés. Ces ressources, on n'en transporte que 2 à la fois. Elles sont physiquement placées sur le dos de notre éléphant, donc il faut bien planifier nos mouvements. Alors clairement, Bombay, il n'a pas rencontré son public. Les joueurs amateurs des jeux Istari s'attendaient pas à un jeu aussi familial. Mais moi, j'aime vraiment bien. Je trouve le jeu malin, accessible, avec des choix intéressants. J'aime aussi son look. Ça doit être un des jeux Istari les moins moches. Il faut y jouer à beaucoup, parce qu'à 2, on s'ennuie un peu. Mais quand il y a beaucoup de passages, le jeu devient fun et plus tactique, un petit peu plus exigeant. C'est un très chouette jeu dans sa catégorie. Moi, j'aime bien le pick-up and delivery. Alors, vous remarquerez que c'est le premier à ne pas contenir de Y et S. Ils ont essayé, ils n'ont rien trouvé. Bon, à un moment, ils n'allaient pas l'appeler Elephantis non plus. Les gimmicks ont leurs limites. Faut avouer que l'autre jeu de 2009 est largement plus intéressant. C'est la meilleure œuvre de son auteur, Emanuele Ornella, Assyria. Dans Assyria, on incarne des tribus mésopotamiennes qui vont se placer sur la carte et essayer tant bien que mal de survivre, parce que on crève la dalle. Vous trouvez que dans Agricola, c'est galère de nourrir toutes les 2-3 manches? Là, vous allez devoir nourrir à chaque tour. D'abord, on récupère des cartes de nourriture dans un marché commun. Et plus elles sont nazes, plus vous jouerez en premier. Si vous faites une grosse récolte, vous vous placerez en dernier, et la carte est clairement faite pour qu'il n'y ait pas assez de place pour tout le monde. Quel que soit le nombre de joueurs d'ailleurs, ça s'échelonne très bien à ce niveau-là. Ensuite, vous posez des huttes autour de votre ziggourate. Le mot est rigolo, on s'en lasse pas. Entre 2 et 4 huttes en fonction de la contrainte du tour. Si vous allez au centre du plateau, c'est verdoyant et ça sera 2 points par hutte. Si à l'inverse vous investissez les fleuves, aucun point de victoire, mais vous gagnez des chameaux, la monnaie du jeu. Si vous faites enfin des triangles dans la zone aride, qui rapportent moins de points et où il est plus difficile de nourrir, vous allez faire des puits qui vont vous faire plein de points à court terme. Dans tous les cas, ce que vous ne nourrissez pas instantanément crève, donc c'est chaud. Dernière phase du tour, on dépense ses chameaux pour acheter de la bouffe pour le prochain tour. C'est important. On peut aussi construire des étages de ziggourate, voire en créer une nouvelle, rendre visite à des dignitaires pour gagner des points si on est majoritaire en fin de manche, etc. Assyria, c'est encore une fois un jeu très épuré.
Pas de pouvoirs spéciaux, de modules ou d'extensions, juste 2 ou 3 axes stratégiques bien définis. Donc les puits, je vous le disais, ça vous fait beaucoup de points cash, mais ça diminue vos possibilités de construction par la suite. Et puis il y a un autre axe qui est plus long terme, multiplier les ziggourats sur le plateau, ce qui vous donne de nouveaux points de départ après la crue du fleuve qui a rasé la moitié de vos huttes. Asteria, c'est un jeu sobre, mais très profond, redoutable, qui demande une adaptabilité constante. J'en ai fait 35 parties, je continue d'y prendre énormément de plaisir. Je l'ai beaucoup creusé avec les mêmes joueurs aussi, donc les parties sont très compétitives et il fait clairement partie de ceux que je recommande chaudement. Attendez, un jeu de Fred Henry, l'auteur de Timeline et des bâtisseurs chez Istari? Bah oui, c'est possible, c'est Asteroids. Un pétage de câbles complet. Autant on pouvait retrouver une filiation dans les autres titres plus familiaux, autant ici c'est un ovni. Et pas uniquement à cause de la thématique spatiale. Vous l'avez. C'est un jeu de course, en temps limité. Vous avez, en fonction de la difficulté choisie, entre 20 et 50 secondes pour programmer les mouvements de votre vaisseau en anticipant le déplacement des astéroïdes, défini par un lancer de dés en début de manche. Clairement, c'est un enfer. Alors là, je tourne à droite. Ensuite, cet astéroïde-là, il va bouger de 2 vers la diagonale gauche. Donc, je peux aller tout droit. Ah mais non, parce que l'astéroïde bleu va le pousser, donc il vaut mieux que je fasse demi-tour peut-être. Ou alors je... bip, bip. Fin du chrono. Oh là là, mon vaisseau fonce dans le mur, je perds un point de vie, voire j'explose et je suis éliminé. Le stress à l'état brut. Pour peu qu'on survive à ce concept, le jeu est très fun. Les portes qu'on doit traverser pour gagner la course, elles sont également situées sur des astéroïdes. Du coup, elles dérivent et on doit aussi anticiper leur décalage. Alors, c'est impossible de tout prévoir en si peu de temps, donc on tente. Et ça devient un jeu de prise de risque. À quel point on va pousser sur le champignon et prier pour que ça passe. C'est un jeu à élimination, ce que j'aime pas d'habitude, mais là ça fonctionne bien thématiquement. Si tu te craches, tant pis pour ta tronche. Il y a plusieurs modes de jeu, personnellement j'ai jamais essayé les autres que la course classique. Ils m'ont l'air un peu anecdotiques, il y en a un, il faut tirer sur des cibles, bon. Il y a aussi du jeu par équipe, pourquoi pas. Alors, je vais pas vous mentir, c'est un jeu qui est assez difficile à sortir. Il faut des joueurs qui n'y soient pas allergiques. Et puis, les manipulations de déplacement des astéroïdes, elles sont assez lourdes. Entre le moment de programmation et la phase de résolution, il faut bouger toutes ces petites tuiles dans tous les sens en fonction des couleurs des dés et de leurs valeurs. On rêverait que ça soit automatisé. Moi, j'en ai fait une 12aine de parties. Je le garde parce que c'est unique en son genre, mais c'est clairement pas pour tout le monde. Et c'est peu représentatif, vous l'aurez compris, de l'ADN d'Istari. Alors, beaucoup plus froid, plus classique aussi, Industry de Michael Chacht, un jeu d'enchères assez sec. On enchérit pour se placer sur un plateau, en essayant d'établir des connexions d'un espace à l'autre. Comme dans Scylla, c'est des enchères à un tour, donc assez tendu. Ça, j'aime bien, mais en fait, il y a pratiquement que ça dans le jeu. Et là où ça suffit à faire un jeu majestueux dans Metropolis, ici, je trouve la mécanique un poil redondante et vraiment aride pour le coup. Pas de surprise, pas d'effet bonus, pas de combo. Voilà, ça donne un jeu stratégique, convaincant dans l'absolu, mais sans coup d'éclat, avec des parties un petit peu oubliables à la longue. Moi, j'ai fini par le revendre après 8 parties. Je suis pas contre y rejouer un jour, mais c'est clairement pas le plus étincelant du catalogue. Et enfin, on termine l'année 2010 et la première partie de cette rétrospective avec une œuvre extrêmement atypique, Mousquetaires du Roi. Un jeu seul contre tous, avec des combats au dé? Oui, encore un jeu qui dénote, mais celui-ci est vraiment mémorable pour le coup. 4 d'entre vous incarnent bien sûr les mousquetaires qui vont combattre contre Milady, campée par un autre des joueurs. Milady, vous allez la détester. Elle a des cartes perfidie. Elle a un garde du corps hyper puissant qui va vous défier en duel. Elle vous met la pression partout. Mais ça va renforcer la cohésion, la coopération du groupe qui cherche vraiment à tout faire pour la vaincre malgré les bâtons dans les roues qu'elle nous met. Dans Mousquetaires du Roi, on a plein de choses à faire. Sauver l'honneur de la reine, défendre la Bastille, déjouer les conspirations qui se trament à Paris, et le temps joue contre nous, puisqu'au bout d'un certain nombre de tours écoulés, on perd la partie. Évidemment, la seule zone du plateau sur laquelle il n'y a aucune urgence, c'est aussi la seule qui peut vous permettre de gagner la partie, la quête des ferrets. Les premières parties, surtout si vous vous battez contre une Milady expérimentée,
vous allez plus lutter pour ne pas perdre, mais avec un peu d'expérience. Une infime lueur d'espoir, de victoire va apparaître dans vos yeux. Vous allez vous serrer les coudes et un souffle épique va s'installer. Clairement, c'est le jeu le plus thématique d'Istari. Celui qui va vous couper le souffle si vous parvenez à entrer dedans. Vous allez hurler face au lancer de dés. Vous allez taper du poing sur la table. Vous allez bondir lorsque vous piocherez la carte qui vous manquait pour accomplir ce défi. Chaque mousquetaire a une petite spécificité et vous allez pouvoir acquérir un peu d'équipement au fil de la partie pour vous spécialiser. Ce qui fait que chacun a un rôle propre et tout le monde se sent utile et impliqué. Et il y a de vraies discussions dans le groupe pour essayer de deviner où se cache Milady, puisqu'elle sélectionne secrètement un lieu dans lequel son garde du corps viendra vous casser les bonbons à chaque tour. C'est pas un jeu qui est facile à sortir, hein. C'est vraiment 5 joueurs la config optimale, une Milady et 4 mousquetaires. Les règles sont un poil complexes pour un jeu de ce genre-là, et la partie peut durer jusqu'à 3 heures quand on tient tête à la méchante. Moi j'en ai fait 12 parties, on en fait rarement plus d'une par an, mais c'est toujours un grand moment, avec un mélange de haine et d'excitation autour de la table. Voilà pour ce premier volet de ma rétrospective consacrée à Istari Games. J'espère que ça vous aura autant plu que celle dédiée à Pearl Games. Moi je reviens bientôt avec un deuxième et dernier épisode se penchant sur les jeux sortis entre 2011 et 2016. Il y aura du lourd, hein, Myrmès, Sherlock, Spirium, et puis on passera aussi en revue leur localisation, et on conclura en s'interrogeant sur l'ADN de l'éditeur, qui explique probablement en partie sa disparition, mais aussi mon amour pour la plupart de ses créations. D'ici là, likez, partagez si ça vous plaît, commentez en me parlant de vos Istari préférés. Merci pour le soutien, ça me motive pour abattre le boulot nécessaire pour élaborer de grosses vidéos comme celle-ci. À bientôt, jouez bien, ciao!